Bonjour, je m'appelle Christophe Milesi et je travaille en réanimation pédiatrique à Montpellier. Et nous allons parler dans cette présentation du dialogue entre l'enfant et la machine. Alors c'est une présentation qui vient après les autres, qui vient en particulier après la physiologie, et qui est la façon de régler de manière finement la machine au patient et qui va demander une attention très particulière à l'enfant. Alors, en termes de plan, je vais partir de l'enfant, le diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une asynchronie, comment on la diagnostique, et puis ensuite comment on va la traiter. Alors la définition, je trouvais dans ce livre, là c'est Nos étoiles contraires, c'est un livre un peu actuel, qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui a une pathologie hématologique et qui est ventilée avec un respirateur de domicile et qui parlait extrêmement bien de la synchronie. Elle comparait le respirateur à un dragon plutôt sympathique, et qui respire en même temps qu'elle. Et on le voit assez bien, c'est-à-dire tant que le respirateur est en synchrone avec elle, c'est un dragon sympa, mais dès qu'il est asynchrone, on voit le réveil du dragon et ça devient beaucoup moins sympathique. C'est pour ça que j'ai trouvé cette définition tout à fait adaptée. On voit ici que le problème d'asynchronie est une réalité qui est extrêmement fréquente, puisque ça arrive, vous le voyez ici, près de 20 fois par minute. Ce travail réalisé par Laurence Vigneault est intéressant parce qu'elle va décompter les épisodes d'asynchronie. Alors vous allez voir qu'il y a différents types d'asynchronie. Il y a ici, vous voyez l'autodéclenchement, les efforts inefficaces, les doubles triggering, les autres éléments derrière, qui montrent que c'est très important. Alors, Laurence Vigneault est une grande experte et elle voit que quand elle va utiliser l'aide inspiratoire, enfin le pressure support, l'index d'asynchronie, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enfant est asynchrone avec le ventilateur au départ, est de l'ordre de 65%. C'est énorme. Et lorsqu'elle va améliorer ses réglages au moment du meilleur, le rapport d'asynchronie est de 40%, avec un problème d'autodéclenchement 5 fois par minute, d'effort inefficace 5 fois par minute également derrière. Et donc, très simplement, elle va améliorer les choses en utilisant ce nouveau type de ventilation qui est la NAVA, où le rapport de synchronie va tomber de 40% à 2%, mais ça nous verrons ça à la fin. Alors ce problème d'asynchronie est un problème extrêmement sérieux, extrêmement important, puisqu'il va être à l'origine d'inconfort chez le patient. Vous voyez, ça peut être jusqu'à 20 fois par minute, donc tout le temps. Ça va augmenter le travail respiratoire et ça va être une des causes d'échec fréquents de la ventilation invasive. On voit sur cette photo que le patient, l'enfant peut être avalé par la machine. Donc pour traiter ce problème d'asynchronie, il va falloir d'abord le trouver. Et donc l'élément le plus important, ça va être de regarder d'abord l'enfant. Et pour nous, quand on commence une ventilation invasive, l'élément fondamental, ça va être de regarder le confort du patient, de s'assurer de son confort. S'il est confortable, généralement le problème de synchronie n'est pas trop important. De bien regarder la fréquence respiratoire réelle du patient et de la comparer à la fréquence machine. Et de rechercher des signes de détresse respiratoire, en particulier ces signes inspiratoires de détresse respiratoire qui vont permettre d'améliorer les choses. Ensuite, après le patient, il va falloir regarder, en partant du patient, l'interface, voir comment elle s'adapte, essayer de voir s'il y a des fuites, puis regarder les tubulures, et en particulier la présence d'eau à l'intérieur des tubulures est très pourvoyeuse d'autodéclenchement, en particulier chez les enfants petits. Il faudra s'assurer de faire disparaître cette eau, et au niveau du respirateur, bien entendu, il faudra regarder les réglages, voir s'ils sont adaptés au patient, et regarder les courbes, c'est ce que l'on va voir essentiellement maintenant. Donc nous avons vu le diagnostic, le patient interface fuite, et là maintenant on va s'attacher essentiellement à l'analyse des courbes. Quand on regarde les courbes, en particulier pour les courbes de pression, on va voir qu'il y a différents temps, et sur ces différents temps, il va y avoir différents types d'asynchronie. Alors d'abord, c'est dans cette première partie, c'est les problèmes de trigger inspiratoire, de déclenchement de la ventilation. Ensuite, un deuxième type d'asynchronie survient lors de la pressurisation de la ventilation. Et le troisième type va dépendre de cette
temps inspiratoire qui peut être ou trop long ou trop court. Alors vous le voyez ici de manière un tout petit peu plus fine. Au moment de l'inspiration, il peut y avoir soit, et on va le répéter plusieurs fois, soit un problème de trigger qui n'est pas assez sensible et qui va entraîner des déclenchements inefficaces à ce moment-là, soit des problèmes de trigger qui soient trop sensibles, ou liés à la présence de fuite ou d'eau, et qui va entraîner des problèmes d'autodéclenchement. Dans la deuxième grande partie, c'est les problèmes qui sont liés au débit, lors de la pressurisation. Soit on a une courbe qui est, vous voyez, avec une montée en pression qui est lente, comme ici, et s'il n'y a pas assez de débit, le patient va chercher de l'air. Il va être assez ennuyeux pour lui, vous allez le voir, qu'il va être en détresse respiratoire inspiratoire. Soit parfois, il y a un débit qui est trop important, vous voyez une courbe ici, montée en pression qui est très rude, et ça va entraîner un pic ici, et le patient n'est pas très confortable. Et ça va entraîner, ça va augmenter le nombre de fuites. Et puis parfois, dans le troisième type, c'est un problème de temps inspiratoire, avec un temps inspiratoire qui peut être trop long, avec une montée à la fin de la pression, que vous voyez en petit c, ou bien trop court, et on va avoir des doubles déclenchements. Alors on va commencer avec le premier, c'est le problème de l'inspiration, du trigger. On voit sur cet exemple la présence d'un effort inefficace, avec ici la traduction en anglais d'ineffective effort ou mistrigger. Alors on le détecte parfaitement bien sur ces deux types de courbes, donc c'est la courbe de débit et la courbe de pression. Et donc vous voyez à cet endroit-là, il y a une augmentation du débit, mais pas de cycle qui suivent. Et derrière, sur la prise de pression, vous voyez une diminution de la pression, une chute de la pression, sans qu'il y ait de cycle qui suivent. Et là, c'est véritablement un des signes qui nous permettent de reconnaître l'effort inefficace. Encore ici, un effort inefficace. Vous voyez à ce niveau-là une augmentation du débit, mais qui ne va pas atteindre cette ligne. Et cette ligne, très évidemment, c'est le déclenchement, c'est le trigger, c'est la limite du trigger. Si l'augmentation du débit avait touché cette ligne-là, il y aurait eu un effort, enfin un cycle qui aurait été déclenché. Et donc ça, vous imaginez bien que le patient veut un cycle, il ne l'a pas, c'est extrêmement inconfortable et ça va augmenter son travail respiratoire et donc l'épuisement du patient. Alors, ce qu'il faut faire quand on voit ce genre de problème, c'est d'une part voir s'il n'y a pas de problème d'autopep, en particulier par les pathologies obstructives comme la bronchiolite ou l'asthme, rechercher des fuites pour les diminuer, et la présence d'eau également dans les circuits. Concernant le trigger, eh bien, ça va être d'augmenter la sensibilité du trigger, donc diminuer cette limite. Alors, on choisit généralement des triggers en débit plus qu'en pression. Et puis si jamais ces éléments simples ne s'améliorent pas, on va se pencher sur le respirateur en améliorant la qualité du respirateur, donc en utilisant un respirateur de ventilation non invasive, et bien ou le dernier cas c'est prendre la NAVA bien entendu qui est l'élément le plus efficace je pense dans cette situation-là. Le problème contraire concernant le trigger, c'est l'autodéclenchement, l'auto-triggering. Alors là c'est quelque chose d'extrêmement pénible, c'est-à-dire que le patient va respirer, il va recevoir des cycles alors qu'il ne les a pas demandés. Alors le diagnostic est simple mais pas très facile à réaliser. Alors vous avez plusieurs manières, soit une façon rapide à faire, c'est-à-dire que c'est déconnecter le patient du respirateur et vous allez voir quelle est la vraie fréquence du respirateur. Et puis le rebrancher sur le respirateur et voir la fréquence du respirateur. Et souvent, bien entendu, c'est des fréquences plutôt élevées sous respirateur et plus basses quand le patient est non déclenché. Donc si vous avez ça, il va falloir rechercher le problème de l'autodéclenchement. Plus complexe, il faudrait avoir la présence d'une pression œsophagienne, mais ça c'est plus dans la recherche. Vous le voyez ici, c'est la courbe que vous voyez là avec lors de l'inspiration une diminution de la pression œsophagienne et l'expiration. Et vous voyez qu'ici il y a une expiration, mais il n'y a pas d'effort inspiratoire. Or, il y a un cycle qui est déclenché. Donc là, c'est de l'autodéclenchement. Si vous n'avez pas ça, quelque chose de plus simple peut-être, c'est sous NAVA. Il faut avoir quand même un cerveau-I, le capteur EADI. Et vous voyez ici la courbe EADI ici, qui va permettre de voir quand il y a un déclenchement ou pas, mais qui est moins sensible bien sûr qu'une pression œsophagienne.
On a ici les problèmes encore d'auto-déclenchement, avec des cycles qui sont déclenchés sans demande du patient. Et pour améliorer ce problème, la façon simple, ça va être de diminuer la sensibilité du trigger. Et vous voyez ici, sur les courbes de débit, si ici on a un trigger très sensible, il va falloir diminuer la sensibilité en la menant plutôt de ce côté-là. Il faudra bien entendu rechercher la présence d'eau, de fuite qui vont augmenter le problème d'auto-déclenchement. Et puis sur le trigger, on l'a vu, diminuer la sensibilité. Le deuxième grand problème de asynchronie, c'est le problème de la pressurisation. Donc ce qui parvient sur cette courbe de monter en pression. Alors, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, soit on n'a pas assez de débit. Vous voyez ici, c'est sur cette ligne qu'on a ici, avec une ligne de concave. C'est le patient qui va rechercher son air. Vous le voyez avec une dyspnée inspiratoire. C'est qui recherche son air. Et là, le traitement va être simple. Il va falloir augmenter le débit, ou donc raccourcir la pente. C'est exactement la même chose. Et parfois, on peut faire exactement le contraire. C'est un débit qui est trop important, et ça c'est particulièrement vrai en ventilation non invasive. Et vous le voyez ici, une courbe qui est trop raide, et avec ici ce genre de courbe qui va arriver là. Et quand il y a trop de débit, le problème c'est que l'on va fermer sa glotte, c'est une sorte de réflexe, et augmenter le niveau des fuites, diminuer l'efficacité. Ça va être une cause d'asynchronie et d'échec. Donc là, le problème sera simple, il faudra simplement diminuer le débit ou augmenter le temps de la pente. Alors vous le voyez ici, le patient qui creuse avec un entonnoir ici, on peut le voir l'entonnoir là, c'est-à-dire que le patient durant l'inspiration qui veut plus de débit. Vous voyez sur les courbes, donc une montée en pression qui est lente, un débit inspiratoire qui est plutôt bas et un volume qui est plutôt bas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir augmenter, vous le voyez ici, le débit, donc passer de 60 litres par minute à 120 dans cet exemple-là. Donc vous allez atteindre ce débit-là. La pente va devenir beaucoup plus raide. Donc le patient va recevoir plus d'air. Et ce que l'on peut voir dans cet exemple-là, c'est que le patient va recevoir plus de volume également. Un volume courant qui va être amélioré. Donc le conduite à tenir, c'est d'augmenter le débit, donc de raccourcir la pente quand on a ce patient qui est en train de tirer. Le troisième problème, c'est le problème du temps inspiratoire, qui peut être soit trop long, soit trop court. Alors vous le voyez ici, si le temps inspiratoire est trop court, on va assister à la présence de double déclenchement. C'est un petit peu comme si le patient avait encore faim ou encore soif et il en demandait une deuxième fois. Il est servi une première fois, il entend le deuxième service. Vous le voyez très nettement ici, il a un temps inspiratoire qui est très court ici, que vous pouvez comparer aux autres cycles, et à la fin, mais il n'en a pas assez. Il redemande un deuxième coup derrière, on va voir une deuxième pic de pression, mais également un deuxième pic de débit. Et sur le volume, on voit que ça fait un volume avec un décroché ici de volume. Alors, le problème, il est simple, ça va dépendre du mode de ventilation dans lequel vous êtes. Si vous gérez le temps inspiratoire en pression contrôlée, il va simplement falloir augmenter la durée du temps inspiratoire. Quand on est en aide inspiratoire ou en pressure support, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir régler la sensibilité ou plutôt le déclenchement du trigger expiratoire. Trigger expiratoire, c'est un très mauvais mot. Ça veut dire simplement un trigger qui va signifier la fin de l'inspiration. Vous le voyez sur cette courbe, vous avez le débit ici et on va pouvoir déclencher donc le trigger expiratoire ou le cyclage, c'est la même chose. Soit on le prend très haut, c'est-à-dire qu'on se dit que quand on atteint 60 ou 80% du débit maximal, on arrête l'inspiration. Ou bien, vous voyez ici, très bas, c'est-à-dire que quand on atteint 90 ou 10% du débit maximal, et on arrête. Donc on va avoir ici un temps inspiratoire long, et ici un temps inspiratoire qui est court. Et vous comprenez que si en aide inspiratoire, on a un double déclenchement, on va diminuer la sensibilité du trigger expiratoire. Parfois, c'est le contraire. Le temps inspiratoire est trop long. Et là aussi, on va le voir sur les courbes de pression.
vous le voyez ici, il va y avoir une contraction, enfin une augmentation de la pression ici, qui est très nette sur cet exemple, et qui correspond à un temps qui est trop long. Pourquoi est-ce que la pression monte? C'est parce que le diaphragme va se contracter, parce que le patient il en a assez, et il va vouloir commencer son expiration. On le voit très bien sur le capteur EADI quand on a la NAVA, c'est que l'inspiration va durer ce temps-là, et à ce moment-là, après là, il en a assez, il va vouloir commencer l'expiration. Et donc il veut vouloir commencer son expiration à partir de ce temps-là. Donc quand vous voyez cette augmentation des pressions, c'est-à-dire que le temps est trop long. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, soit diminuer le temps inspiratoire quand vous êtes en pression contrôlée, soit quand vous êtes en mode AI, ça va être de soit s'adapter aux fuites, soit augmenter le cyclage, augmenter le trigger, c'est-à-dire passer de ici à ici. Passer d'un trigger de 50% à 80% par exemple. Mais le problème, je vous l'ai dit, quand on est en aide inspiratoire, c'est le problème des fuites. Pourquoi le problème des fuites? C'est que si vous avez bien réglé votre respirateur, vous êtes ici, vous avez par exemple réglé votre trigger expiratoire à 40%, et vous avez donc un temps inspiratoire que vous voyez ici en bleu à 0,4 secondes. Mais si apparaît des fuites, la courbe expiratoire va changer, et ainsi vous voyez cette courbe qui devient beaucoup plus plate. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une compensation des fuites, et vous voyez que votre temps inspiratoire avec le même réglage va passer de 0,4 secondes à 1 seconde, donc un temps expiratoire qui va augmenter de manière importante. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Il va falloir augmenter la sensibilité du trigger, passer de 40% à 70% pour diminuer ce temps inspiratoire, ou bien simplement diminuer la quantité de fuite. Et le troisième élément qu'on va pouvoir faire, c'est mettre des ranges, c'est-à-dire des éléments en disant je ne veux que le temps inspiratoire soit entre 0,4 secondes et 0,6 secondes. Moi, ça vous fait une sécurité. Voilà quelques exemples. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire de cette première figure? Alors, là, on va dire que ce qui va être pour nous la sécurité, c'est le capteur EADI. Quand on est en AVA, on va voir la courbe, l'inspiration qui va se faire jusque-là, expiration, inspiration et expiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Et bien là, on va bien entendu, alors que la patiente ne demande rien du tout, il n'y a pas d'inspiration, il y a un cycle qui est donné, donc on se trouve dans un problème d'auto-déclenchement. Deuxième cas de figure, comment vous l'analysez? Alors vous voyez que si on regarde le capteur EADI, vous avez un cycle, donc une demande du patient, une deuxième demande du patient, et vous voyez qu'au-dessus, il y a un cycle qui est donné, un cycle qui est donné. Donc ce n'est pas un problème d'autodéclenchement, ni d'effort inefficace. Mais par contre, qu'est-ce que l'on voit? Et on voit qu'il y a deux débits. Et ici, il y a une deuxième demande, c'est-à-dire c'est deux temps, double déclenchement. Donc probablement, vous le voyez ici, un temps inspiratoire qui est trop court. Donc il va falloir augmenter le temps inspiratoire. Dans le deuxième ici, vous voyez que le temps inspiratoire était tout à fait adapté. C'est exactement ce dont avait besoin le patient. Quand vous voyez le capteur EADI, c'est intéressant. Vous voyez que la durée de l'inspiration, c'est toute cette montée. Donc vous voyez, l'inspiration, elle s'arrête juste là. Et donc il y a deux déclenchements. Troisième exemple qui est également intéressant, vous voyez ici donc l'analyse capteur EADI, une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration. Qu'est-ce qui se passe? Ben là c'est évident, il y a une demande inspiratoire, il n'y a pas de cycle dessus, donc c'est un trigger, un effort inefficace. C'est des diapositives qui viennent de notre équipe de Lyon. Ici, de la même manière, on va regarder avec l'élément qui va être la sécurité pour nous, c'est le capteur EADI que vous voyez ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez ici une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration. Et vous voyez que ce cycle, il n'a pas été commandé. Alors là, ce n'est pas un double déclenchement, on pourrait se tromper là-dessus. C'est vraiment deux cycles qui ont été demandés. C'est un auto-déclenchement qui est ici, que l'on va régler en cherchant les fuites, en enlevant l'eau et en diminuant la sensibilité du trigger. Deuxième exemple, vous le voyez ici, un effort inefficace. Troisième exemple, un double déclenchement. Et puis après, c'est un peu plus compliqué, c'est les cyclages tardifs ou précoces.
Alors nous allons reprendre avec sur le plan le diagnostic, les courbes. Qui va être essentiel, c'est de repérer les fuites, et ça on peut le faire très facilement en regardant des courbes. Et dans les courbes, ce sont les courbes de volume essentiellement et les courbes de débit. Vous le voyez ici sur les courbes de volume qu'on affiche la plupart du temps, que ici il n'y a pas de fuite, et donc vous avez l'inspiration qui va se faire là et l'expiration, et le patient va ressortir exactement le même volume qui est rentré. S'il y a des fuites, eh bien, il va y avoir ce volume qui va rentrer, mais il va y avoir que ce volume qui va ressortir. Et donc la proportion de fuite, c'est cette partie-là sur l'ensemble du débit. Donc là, ça va être à peu près 20% de l'ensemble, donc 20% de fuite à ce niveau-là. Et sur la courbe de débit que vous voyez ici, vous voyez un débit qui n'en finit pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir une compensation derrière des fuites. Comment vous allez faire par rapport à ces fuites? La première chose, ça va être d'essayer de les diminuer par l'utilisation d'abord pour la réadaptation du masque. Vous voyez sur cette diapositive, on voit que le masque n'est pas sur le nez, donc forcément on va avoir beaucoup de fuites, d'autant plus qu'il y a une sonde dessus qui va augmenter le niveau des fuites. Ensuite, ça va être par l'utilisation de tétines qui vont diminuer les fuites buccales, parfois l'utilisation d'une mentonnière pour diminuer les fuites buccales. Et si on n'y arrive pas là-dessus, ce sera changer d'interface ou prendre une interface faciale qui prenne le nez et la bouche. Deuxième niveau pour diminuer les fuites, c'est d'en demander moins, d'être moins gourmand, c'est-à-dire de diminuer le niveau des pressions. Et en diminuant le niveau des pressions, on va souvent améliorer l'inspiration et le niveau de pression de volume qui va passer à l'intérieur des poumons. Si on a un volume, c'est diminuer le volume courant, et la troisième chose, c'est diminuer le débit. Donc être moins gourmand dans ce que l'on demande. Vous voyez les différents types d'interfaces que l'on peut faire, la tétine, la mentonnière et le masque facial. Alors là, c'est le Total Face, c'est un masque formidable, c'est celui qu'on utilise nous en première intention. Ensuite, ça va être de gérer les problèmes d'obstruction. On peut avoir des œdèmes des muqueuses nasales ou laryngées. Alors forcément, ça va augmenter le niveau de fuite. Si on prend un masque nasal, beaucoup de sécrétions, il va falloir aspirer de manière assez importante. Ça veut dire qu'il faut avoir un personnel qui soit tout à fait adapté à ça et qui connaisse bien. Et puis, il faudra faire attention aux interfaces. L'interface oronasale, il y a certaines interfaces comme ça qu'on prend des adultes qui ont à ce niveau-là une petite membrane qui peut obstruer, qui peut se mettre devant le nez. Il va falloir la découper, cette membrane, autrement ça va entraîner beaucoup de désagréments pour le patient. Et puis parfois dans les canules nasales, elles peuvent s'obstruer, il va falloir les déboucher également pour améliorer le débit. Le problème de double déclenchement, on l'a déjà vu, c'est soit lié à un temps inspiratoire trop court, on l'a vu, mais parfois ça peut être également un support qui est insuffisant. C'est-à-dire que le patient, il en veut plus que ce qu'on en a proposé. Et donc il va falloir augmenter soit le débit, soit le volume, soit les pressions. Un autre problème, c'est la présence de fuite également, bien sûr. Le patient qui va tousser pendant l'inspiration, il va y avoir 2 déclenchements et beaucoup de sécrétions. L'effort inefficace, on l'a vu, beaucoup de fuites vont être à l'action de beaucoup d'efforts inefficaces, un trigger qui n'est pas assez sensible, la présence d'une autopep dans les bronchiolites ou l'asthme. Quand on a géré tout ça, pour l'autopep c'est pas forcément aussi facile que ça, mais on pourra enlever éventuellement des éléments, des interfaces sur les tubulures, donc l'humidificateur que l'on met là, on pourra l'enlever pendant un petit moment, il faudra le remettre par la suite. Et puis l'autre élément, ce sera changer de respirateur avec un trigger beaucoup plus fin. Et ce sont les ventilations les respirateurs de VNI stricts, comme les Bipavigian, les V60 ou bien les respirateurs de domicile qui sont tout à fait intéressants. Et l'autre élément, bien sûr, ça peut être l'utilisation de la NAVA, qui est très sensible en termes de trigger. Donc vous voyez ici, dans les types de respirateurs, il y a différents types de respirateurs. Il y a les respirateurs spécifiques de VNI qui sont vraiment extrêmement performants en termes de ventilation, qui ont très très peu d'asynchronie, les deux modes-là. Ils sont pas mal utilisés en pédiatrie en Espagne, très très peu en France. Par contre, nos collègues adultes l'utilisent assez fréquemment. Nous, ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est les respirateurs de domicile, genre celui-là, mais d'autres, le Trilogy marche très très bien. L'Astral également sont des bonnes turbines et qui compensent merveilleusement les fuites. Puis après, il y a les respirateurs conventionnels.
Alors, il faut utiliser ceux qui ont des softs avec VNI. Et puis les nouvelles générations de respirateurs sont vraiment extraordinaires par rapport aux anciens. Vous voyez des 4 exemples de respirateurs nouveaux qui sont bien mieux que ce qu'il y avait auparavant. De chez Drager ou le Cerveau qui vraiment compense les fuites infiniment mieux que ce qu'il y avait il y a quelques années. Vous le voyez ici, c'est un contrôle et une comparaison qui a été faite par l'équipe de Laurent Brochard et qui montre que les respirateurs spécifiques de ventilation non invasive ici ont un index d'asynchronie qui est bien plus faible que les autres respirateurs, même les respirateurs conventionnels avec un soft de VNI. Vous les voyez ici pour l'auto-triggering, vous voyez les BIPA Vision, le Carina, le V60 et les respirateurs de domicile comme le Trilogy qui ont très peu d'auto-déclenchement. Ici, vous voyez les respirateurs de transport également, ne sont pas trop mauvais pour l'Elysée. Les autres sont beaucoup moins bons. Un respirateur domicile aussi pour le 150. Et les respirateurs conventionnels, c'est les dernières générations qui sont bonnes. C'est-à-dire que vous voyez en blanc, c'est quand il y a un soft, en noir plutôt quand il y a un soft de VNI, et en blanc quand il n'y en a pas. Et vous voyez que les Vita XL, c'est vraiment très mauvais. La VA, c'est très mauvais. Et on voit que le Cerveau, quand il y a le soft, c'est vraiment bien. Le V500 de chez Drager est très bien également. Voilà. Donc c'est une nouvelle génération qui ont un taux d'asynchronie qui sont les meilleurs. Et ça, c'est particulièrement important pour la pédiatrie. Le problème de ce taux de déclenchement d'effort inefficace est plus important dans cette population que la population qu'a étudié Laurent Brochard. Alors dans ce travail qui a été réalisé par nos collègues de Lyon également, c'est la NAVA. La NAVA, c'est vrai que c'est une cartouche qui est particulièrement intéressante. Vous voyez cette équipe qui est très entraînée, et ils ont un taux d'asynchronie qui est assez élevé, et dès qu'ils passent en NAVA, le taux d'asynchronie va diminuer de manière considérable, avec des efforts inefficaces qui vont diminuer de manière très importante, des autodéclenchements aussi. Par contre, en termes de double déclenchement, il n'y a pas spécialement d'amélioration. Alors l'autre problème, c'est les parents non coopératifs. Et nous, les patients non coopératifs, c'est le quotidien en pédiatrie, bien entendu. Et l'élément le plus essentiel pour diminuer et pour améliorer ce problème, c'est les parents. Les parents sont vraiment une grande aide pour diminuer et améliorer l'acceptation de ces masques. Il faut le faire dans les bras des parents. Comme vous voyez ici, c'est chaque fois des situations que j'ai pris en photo une dizaine de minutes après avoir mis en place le masque. Et puis dans le deuxième temps, utiliser des sédatifs, mais faibles, comme l'hydroxyzine ou bien le midazolam à petite dose. Donc en résumé, si on a des problèmes d'asynchronie, il va falloir voir si on ne peut pas mettre de la CPAP d'abord, parce que avec le problème de CPAP ou bien du haut débit, il n'y a pas de problème de synchronie, il n'y a pas de problème de fuite. Si on a besoin de 2 niveaux, il va falloir voir est-ce qu'on a des fuites. En ce cas-là, il va falloir diminuer les fuites en ajustant l'interface, en mettant une tétine, une mentonnière, changer l'interface ou bien changer le respi. Et s'il n'y a pas de fuite, voir si c'est une synchronie inspiratoire, donc le 1 et le 2, ou bien si c'est au moment de l'expiration. Il va falloir adapter le débit, augmenter ou diminuer, enlever temporairement le réchauffeur, avec par la suite adapter le trigger et au pire prendre la NAVA. La synchronie expiratoire, mais c'est adapter le trigger expiratoire. C'est pas synchronie expiratoire, c'est le temps inspiratoire plus exactement, et mettre des sécurités avec un TI inférieur à 0. Alors voilà un cas clinique. D'après vous, quel est le problème? Donc là, c'est avec un cerveau, un bon respirateur. On voit qu'on est en volume contrôlé. C'est chez ce patient. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très clairement, on va voir ici une augmentation de la pression en fin d'inspiration, en téléinspiratoire. Donc, en gros, c'est que on a un temps inspiratoire qui est trop long. Alors, ce que vous pouvez voir également ici, c'est qu'il n'y a pas de fuite. On arrive à la fin ici. Et l'expiration est autant que l'inspiration, avec un TI qui est à 0,7, un temps inspiratoire. Donc on va diminuer le temps inspiratoire, on va passer à 0,5, pas de fuite, un débit qui est pas mal. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, vous voyez ici un temps inspiratoire qui est toujours trop long, puisqu'on a une augmentation des pressions. Donc on va diminuer l'inspiratoire. Et voilà, ça y est, on a passé à 0,45. 0,45, c'est court, parce que vous voyez, c'est un patient qui fait 17 kg. Donc en gros, il a 3 ans, 2 ans, 3 ans, 0,45, c'est court, mais c'est ce dont il a besoin. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à ce moment-là d'augmentation du temps de la pression en fin d'expiration, et le volume passe parfaitement bien.
Alors vous voyez ça, vous voyez que le TI est parfaitement adapté, vous voyez que vous avez un volume courant de 10 ml par kilo, qu'est-ce que vous proposez? Alors si par exemple vous dites 10 ml/kg, ben, c'est trop pour ce patient. J'aimerais bien être plutôt dans un volume courant de 5 à 7 ml. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce qui va se passer c'est ça. Vous allez avoir également ici du double déclenchement, vous le voyez ici parfaitement bien. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous voyez 2 épisodes de double déclenchement. Eh bien il va falloir augmenter le débit. En fait non, puisque vous voyez que les pentes sont déjà extrêmement raides, les pentes de pression. Augmenter le temps expiratoire, ben non, parce qu'on l'a déjà optimisé à 0,45. Et bien là, il va falloir augmenter le volume courant. On l'avait baissé à 120 ml. Ben là, il va falloir se remettre au réglage. Donc à 170. Et là, vous êtes super bien. Vous avez un temps expiratoire qui est bien, un volume qui est un petit peu plus important que ce que vous voulez. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour le patient. Voilà, et comme dernière diapositive, d'après vous, est-ce qu'il y a de la synchronie ici? On voit ces merveilleux Beatles qui traversent Abbey Road. Et en fait, oui, il y a de la synchronie. Ils sont tous ensemble, sauf celui qui va mettre le bazar dans le groupe, Paul McCartney. Vous voyez que sa jambe droite est en avant, alors que c'est la jambe droite est en arrière pour tous les autres Beatles. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce cours vous aura été utile pour améliorer la synchronie et donc améliorer le confort des enfants et diminuer les échecs.